retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous a rejoint sur le plateau Raphaël Elono, écrivain. Bienvenue. Merci madame et merci pour votre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de Daniel Toning, écrivain également. Tout de suite le dossier du jour. La plupart des grands auteurs d'Afrique subsaharienne se font publier à l'étranger. Aujourd'hui encore, ce constat n'est pas démenti. Les maisons d'édition africaines peinent à se distinguer. Et pourtant, le secteur éditorial sur le continent tente aujourd'hui de s'émanciper. Reportage de Douglas Toutoum, commenté par Idolette Mirabel-Bissou. Sur le continent, de nombreux manuscrits restent dans les tiroirs faute de maisons d'édition. Les auteurs les plus nantis parviennent à publier leurs ouvrages, souvent avec leurs propres moyens. Les maisons d'édition qui exercent encore sur le continent présentent des conditions peu favorables aux auteurs. Pourtant, après les indépendances, de nombreuses maisons d'édition promues par des hommes de lettres du continent ont servi de terreau à l'éclosion d'une production littéraire de qualité. Présence africaine est la doyenne des maisons d'édition en Afrique noire francophone. Créée en 1949 par le Sénégalais Alioune Diop, elle s'est donnée pour ambition de permettre aux nouvellistes, conteurs, essayistes, penseurs et poètes du monde noir de trouver un espace d'expression et de circulation de leurs œuvres. 66 ans après, les maisons d'édition sont-elles devenues le talon d'Achille de la littérature sur le continent? Pourquoi les nouvelles maisons d'édition et leurs écrivains ont du mal à s'imposer? Quelle est la politique pratiquée par les autorités pour promouvoir ces structures indispensables au développement de la littérature en Afrique? Avec les bouleversements politiques que l'Afrique a connus dans les années 90, de nombreux États francophones se sont ouverts au pluralisme et à la démocratie. Ainsi, certaines mœurs se sont déliées, entraînant la liberté d'expression et conduisant à la création de nouvelles maisons d'édition locales. Qu'on aille au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Togo, au Cameroun, au Gabon et au Congo, nous avons de plus en plus de maisons d'édition locales. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles commencent à faire parler d'elles. Non, les maisons d'édition ne sont pas le talon d'Achille, c'est-à-dire la faiblesse de la littérature africaine, bien au contraire. En fait, nos maisons d'édition sont en gros confrontées à deux grosses difficultés. La première, c'est que les grands noms de littérature africaine, d'Afrique noire francophone notamment, publient en France. En France, en Belgique et au Canada, pour ne citer que ces trois pays, et non pas en Afrique, et pour des raisons bien comprises. Et la deuxième difficulté, c'est qu'en Afrique, il n'existe pas de réseau de distribution et de promotion des livres, de la littérature. L'activité éditoriale reste réduite en Afrique subsaharienne francophone et l'accès aux maisons d'édition et aux livres demeure un défi à relever. La littérature africaine est confrontée aux mêmes réalités sur le continent. Au Gabon, par exemple, le pluralisme des maisons d'édition a permis de faire évoluer le secteur. En ce qui concerne le Gabon, on voit que les maisons d'édition apportaient quand même un plus. Et c'est tant mieux. On souhaiterait même que les pouvoirs politiques suivent le mouvement en fait, éditorial. Ce qui a été intéressant avec la multiplication en fait, des maisons d'édition au Gabon, c'est que il y a eu en fait une politique de soutien aux écrivains et aux critiques. Parce que la difficulté de publier toujours ailleurs faisait en sorte que ça freinait le mouvement, en fait, tout le processus de production qui pouvait s'en suivre. Le Gabon compte un peu plus de 150 écrivains confirmés pour 8 maisons d'édition. En 2008, le Gabonais Jean Divassa Nyama a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire avec les éditions Nzé. La maison d'édition dans laquelle je suis, elle se porte très bien. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Au niveau de la distribution, le problème est qu'au niveau du Gabon, l'écrivain est à la fois le diffuseur, le distributeur et le créateur des œuvres de l'esprit. Or, ailleurs, les tâches sont partagées. L'écrivain se contente d'écrire et d'autres prennent le relais. En 2004, l'association d'éditeurs AfriLivre avait recensé dans son catalogue des livres disponibles des éditeurs africains 1318 titres, dont environ 400 consacrés à la jeunesse. Pourtant, plus nombreux sont les écrivains en devenir qui frappent aux portes de ces structures pour espérer voir leurs œuvres publiées. L'éditeur n'est pas obligé de publier
un potentiel écrivain parce qu'il lui a présenté un travail. Je viens de vous le dire, le livre est un produit commercial. Si l'éditeur n'y voit aucun intérêt marchand, il ne le publiera pas parce que la fabrication d'un livre coûte de l'argent. L'éditeur investit dans votre livre pour qu'après il puisse en tirer des bénéfices. Mais s'il ne perçoit pas, s'il n'entrevoit pas ce bénéfice, il ne le prendra pas. Si les maisons d'édition du continent n'ont d'autres ressources que de sous-traiter avec les maisons occidentales pour certains travaux, les auteurs, quant à eux, touchent mieux leur public cible en restant sur le continent. Un auteur apporte son livre, son texte, soit par mail et tout le reste, et puis on regarde le comité de rédaction, le comité de lecture, on donne un accord. Après, le livre va dans le circuit normal de fabrication. Donc, l'infographe monte le livre, on envoie l'exemplaire, comme vraiment ailleurs. Maintenant, après, le souci, ce qui nous embête encore, le talon d'Achille auquel faisait allusion, vient à partir de là, au moment où il faut maintenant l'imprimer. C'est-à-dire qu'on est toujours obligé d'envoyer nos textes, bien nos publications. En fait, on va dire, pour ce qui est de la phase de l'impression, on est obligé encore en ce moment de sous-traiter avec la France. Tout simplement parce qu'il faut l'avouer, tout le talent et toutes les conditions techniques pour avoir des bons ouvrages sont encore en France ou ailleurs. Comme un peu partout sur le continent, le gouvernement gabonais entend stimuler la créativité. De ce fait, le Bureau des droits d'auteur et droits voisins est en phase de démarrer ses activités pour le bonheur des créateurs d'œuvres de l'esprit. Les autorités ont mis en place un programme pour la valorisation des artistes gabonais. Quand moi j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition au Gabon. J'ai publié mon premier roman, Oncle Ma, en 1991. Donc il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition, il y avait seulement la fondation Raponda Walker. Mais aujourd'hui, on rencontre les éditions Tsam, les éditions Dem, les éditions Amaya, la maison gabonaise du livre. En Afrique, la situation de la littérature a relativement évolué au cours de ces 15 dernières années grâce à une jeune génération de professionnels qui a créé de nouvelles structures et investi majoritairement dans l'édition. Ruisseau d'Afrique au Bénin, le Papyrus au Sénégal, Graines de pensée au Togo, Afriquia et les presses universitaires d'Afrique au Cameroun, Odem, Amaya et les éditions Ntchame au Gabon sont autant de maisons d'édition locales qui font aujourd'hui la fierté des écrivains africains. Raphaël Elono, le secteur de l'édition aujourd'hui en Afrique, est-ce que c'est un frein à la production littéraire ? Oui, il pourrait être un frein à la production littéraire parce qu'en Afrique, on n'a pas encore compris que la littérature, c'est une culture, c'est comme l'art, c'est la voix d'un peuple, c'est sa respiration, c'est sa cosmogonie, c'est-à-dire que sa vision du monde. Et quand on voit la littérature, elle n'a pas d'autre destination ni d'autre destin que d'appartenir à l'humanité. C'est grâce à la littérature qu'on pourrait connaître l'histoire de votre peuple, qu'on pourrait savoir ce que vous avez fait pour l'humanité, d'où vous venez. Et ce qui a fait que ça me rappelle un théologien des siècles passés qui disait que, contrairement à ce qu'on croit, le plus grand désert du monde ne se trouve pas dans le Sahara, mais il se trouve sous le chapeau des hommes, là où aucune herbe ne pousse, sauf la mauvaise herbe de l'ignorance. C'est cette ignorance-là qui a poussé certains à aller prononcer des discours assez déplacés à Dakar en disant que le nègre n'est pas encore entré dans l'histoire parce qu'il n'a pas lu des écrivains comme Cheikh Anta Diop, comme Joseph Obenga, comme nos ancêtres qui avaient écrit, qui ont parlé de nous. S'il n'a pas lu, c'est-à-dire que les réseaux de distribution en Afrique, ça veut dire quoi? Qu'il y a un défaut de réseau de distribution? Oui, il y a un défaut de réseau de distribution aussi. C'est là où j'allais en venir, parce que je me souviens bien de mon premier roman, Une Odyssée gabonaise en 2010, j'avais fini d'écrire le manuscrit au Cameroun. Quand je me suis présenté devant dans la maison d'édition, qu'est-ce que le monsieur m'a demandé? Il m'a dit, bon, vous m'achetez une bière, comme ça, je vais acheminer votre manuscrit dans la commission de lecture. Je lui ai dit, fiston, remettez-moi mon manuscrit, je vais remonter en France dans quelques semaines, et c'est là-bas que j'irai éditer mon livre. Et j'ai édité mon livre en 2010, et il était présent au Salon international du livre de Paris en 2011. Et vous voyez, il y a des comportements comme ça. Et même quand je l'ai écrit, je l'ai ramené au Cameroun, pour qu'il soit diffusé. La maison à laquelle j'ai remis mon bouquin, il n'a jamais été diffusé. On m'a remis mes 100 bouquins
comme on m'a dit, ouais, c'est un peu difficile, machin, personne ne veut faire un effort pour que cette littérature-là soit diffusée et qu'elle soit connue à travers le monde. Alors que, comme je disais, c'est la voix d'un peuple, c'est sa respiration, c'est son identité. Daniel Tonning, vous faites le même constat sur le secteur de l'édition en Afrique. Comment vous expliquez ces difficultés? Je pense qu'au départ, il y a un problème de lectorat. Les Africains lisaient très peu. Il y a un problème des librairies et donc des circuits de distribution. Il y a le problème des bibliothèques. Et lorsqu'il en existe, c'est très sélectif parce que c'est réservé à une catégorie de lecteurs, dont des étudiants et quelques chercheurs. Il y a également le problème d'imprimerie. Et quand on n'a pas d'imprimerie, comment fabriquer le livre? Il y a ensuite l'absence ou bien la non prise en compte d'une politique de livres et de lecture en Afrique. Le tout mis ensemble, on voit tout simplement le lecteur, l'écrivain et les maisons d'édition mises face à face dans une fâcheuse confrontation qui traduit tout simplement la crise de l'économie du livre. Parce que le problème est plutôt économique avant d'être culturel. Économique parce que l'éditeur, c'est un entrepreneur. Il n'est pas obligé, comme il est dit dans le reportage, de publier. Que l'œuvre fût excellente ou pas, ce n'est pas son problème. Il a envie de vendre le produit, ce qu'il fabrique. Et l'écrivain qui écrit, il peut le faire pour des raisons purement littéraires ou pour vivre. Dans l'un et l'autre cas, les deux rencontrent le même problème parce que l'éditeur peut accepter ou ne pas accepter. Il n'accepte pas parce qu'il crée le produit, il emploie des personnes qu'il doit payer. C'est une entreprise qui doit se développer. Or, est-ce que l'État a une politique du livre, de l'économie du livre? Est-ce que l'État a une politique culturelle justement, est-ce que les États africains ont une politique du livre? Très peu, sinon, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très peu, ils n'en ont pas. Comment pouvez-vous penser que pour une population, je dis, dans une ville où il y a plusieurs établissements publics, par exemple au Cameroun, vous ne trouvez pas de bibliothèque? Qu'est-ce qu'on conseille à lire aux enfants? Rien du tout, en tout état de cause. On peut accuser les maisons d'édition de freiner le développement de la littérature. C'est un faux problème. Le problème est politique. Il n'y a pas de politique de l'économie du livre. Il n'y a pas de politique culturelle du livre. Voilà ce que moi, je dis. Raphaël Elono, Daniel Tonning parlait d'un problème de lectorat aussi. Et pourtant, les maisons d'édition françaises, elles, vendent les livres en Afrique. Alors, comment expliquer ça ? Ah oui, ils vendent des livres en Afrique, mais ces maisons d'édition ne vendent pas des masses. Il y a vraiment un problème de lectorat. Déjà, même à partir de certains de vos confrères sur place, je vous dirais qu'il y en a qui ne lisent pas. Quand vous leur confiez un livre et qu'ils doivent vous interroger après, ils peuvent passer 1 mois, 2 mois avec un bouquin, ils ne l'ouvrent pas. Et les questions à laquelle vous êtes toujours confrontés, c'est 2 questions. Pourquoi vous avez écrit ces livres? Et puis des 2, pourquoi ils coûtent tant? Quand un journaliste commence à vous poser ce genre de questions, ce n'est pas vous qui fixez le livre, c'est l'éditeur. Parce qu'il connaît la valeur de cet ouvrage. C'est pour cela qu'il fixe un prix. Vous, votre rôle, c'est d'écrire, de rentrer dans la solitude et puis de produire une œuvre. Et c'est à lui de fixer le prix. Quand déjà le journaliste vous demande pourquoi vous avez fixé ce prix-là, ça veut dire qu'il méconnaît totalement ce milieu-là. Et puis, comme il disait, il n'y a pas de politique culturelle proprement dite, que des politiques du livre, c'est-à-dire le promouvoir. Vous verrez même les élites du pays, le dernier livre qu'il a lu, c'est quand il était à l'université. Si vous lui demandez quel livre vous lisez en ce moment, il ne vous dira pas. Ça veut dire quoi? Que si les maisons d'édition aujourd'hui en Afrique ont des difficultés, c'est parce qu'il n'y a pas cette politique du livre et donc pas un soutien des autorités pour ce secteur de l'édition? Oui, il n'y a pas un soutien. Et comme il dit, ce n'est pas des mécènes.
C'est des gens qui font ce travail-là pour gagner de l'argent. C'est pour vendre cette œuvre-là. Et ce n'est pas les anges qui viendront du ciel ou des petits hommes verts qui viendront de Mars pour venir acheter ces livres. C'est des citoyens. Et donc, à partir de l'école, il faut déjà pousser les enfants à lire pour déjà connaître déjà leur histoire. Et comme ça, dans chaque quartier, vous verrez des enfants errer comme des zombies, des jeunes errer comme des zombies, qui n'ont rien à faire. Alors qu'ils peuvent lire, ils peuvent se retrouver dans une maison du quartier, bouquiner un peu parce qu'il y a une bibliothèque là dans le coin, mais il n'y en a même pas. Et comment voulez-vous que... Parce que quand vous êtes, ça me rappelle les footballeurs d'avant, s'il n'y avait pas eu Eto'o-Fils, beaucoup d'Africains ne voudraient jamais que leurs enfants jouent au football. Parce que le football, quand vous jouez au football, vous écrivez un livre, vous êtes considéré comme un raté de la vie. Ah bon, c'est le bouquin là, c'est pas ça qu'on mange. Les gens raisonnent toujours par le manger, au lieu de raisonner par la richesse intellectuelle que peut leur procurer votre ouvrage. Or, ici en Europe, on arrive à vendre parce que les gens ont la culture. Il y en a qui sont curieux, qui veulent connaître cette Afrique-là. Et à travers nos bouquins, ils rentrent de plein pied en Afrique. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres développés en début de cette émission. Les parlementaires nigériens ont adopté ce 30 mai un projet de loi portant révision de la Constitution. Un vote qui a eu lieu en l'absence des députés de l'opposition qui estiment qu'il s'agit d'un passage en force et d'une manœuvre du pouvoir pour se tailler un système électoral sur mesure. Et au Lesotho, les élections législatives ont lieu ce samedi 3 juin. Les observateurs de l'Union africaine doivent superviser le scrutin. Ces législatives sont des élections anticipées qui interviennent 3 mois après la dissolution du gouvernement. Nous allons marquer une nouvelle pause dans un instant, la 3e partie de l'Africa News Room.